Bienvenue à toutes et à tous sur Média TV, un plaisir pour moi de vous recevoir et à présent nous allons parler de l'esprit d'appartenance au sein des entreprises, le ciment justement qui permet aux équipes d'avancer en un seul groupe et en un seul bloc. On en parle tout de suite avec vous. Myriam Lihlou, vous êtes consultante coach, comment ça va Myriam? Très bien Yasmine, et vous? Bien, merci. Alors dites-nous, l'esprit d'appartenance, c'est un ressenti, c'est un état d'esprit, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un ressenti en effet, c'est un état d'esprit aussi, mais qui est nourri par plusieurs choses. En fait, quand on parle d'esprit d'appartenance, on parle de salariés qui sont fiers d'appartenir à une équipe, à une organisation, à une entreprise, à une marque. Donc, on peut être fier d'appartenir à une grande marque, de travailler par une grande marque qui est aimée des clients, comme on peut être fier d'appartenir à une entreprise qui œuvre dans un certain domaine, comme on peut être fier tout simplement de travailler avec un monsieur ou une dame qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de leadership et qui a beaucoup d'aura et beaucoup de charisme. Ok, alors cet esprit d'appartenance, est-ce qu'il émane des individus, donc des différentes personnes qui constituent l'équipe, ou bien c'est le groupe, c'est l'entreprise qui œuvre pour instaurer cet esprit d'équipe? Alors, très bonne question Yasmine. Il n'y a aucun esprit d'appartenance qui vient de l'individu lui-même. C'est toujours une interaction, c'est toujours un dialogue. Et en fait, un esprit d'appartenance, il est renforcé par une politique RH et une politique managériale forte. Pourquoi on parle de politique RH et de politique managériale forte? Parce que sans des bons managers, sans au sommet d'une organisation des managers, des dirigeants, des actionnaires qui sont conscients de devoir installer une culture forte, des valeurs fortes à laquelle vont s'identifier des collaborateurs, il n'y a pas d'esprit d'appartenance. On appartient à quelque chose à laquelle on s'identifie, à laquelle on a plaisir de dire, tu sais, je travaille dans telle entreprise avec telle équipe sur telle marque. On travaille, on a l'esprit d'appartenance sur quelque chose qui nous ressemble aussi. Donc, on ne peut pas cultiver l'esprit d'appartenance sans des actions fortes. Et je tiens à dire une chose, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent la communication interne, les vidéos institutionnelles, faites par des collègues, etc., et qui oublient que le socle fondamental, c'est les relations de tous les jours, c'est les stratégies de fidélisation, c'est la culture d'entreprise forte. Donc, il n'y a pas de communication. La communication, elle vient pour accompagner une culture d'appartenance. Elle ne vient pas pour remplacer une culture d'appartenance. Alors, pour cette culture d'appartenance, justement, est-ce que pour qu'elle soit là, qu'elle soit solide, est-ce que ça veut dire que forcément, il faut que ce soit stratégiquement réfléchi? C'est pas quelque chose qu'on laisse, ce n'est pas aléatoire. Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose qu'on improvise, c'est pas quelque chose qu'on confie tout simplement à une agence de communication, même s'ils font très bien leur travail, parce que l'agence est là pour accompagner quelque chose qui est solide, quelque chose qui est installé, pour que ça soit pas artificiel. Parce que si vous voulez, l'esprit d'appartenance se cultive chez des gens qui travaillent tous les jours en entreprise, de 8 heures du matin à 18 heures, à 20 heures. Donc, on peut pas leur mentir. On peut pas leur dire il y a un esprit d'appartenance à travers des belles déclarations, à travers des actions qu'on fait pour l'extérieur, mais on fait rien pour cultiver l'intérieur. C'est comme une bâtisse, c'est comme une maison. On a arrangé l'extérieur, on a fait un super jardin, la peinture est fraîche et tout, et la maison à l'intérieur est vieille, elle tombe en ruine. Ça ne marche pas. Un esprit d'appartenance, c'est réfléchi au plus haut niveau, mais c'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est pas l'affaire d'un capital humain ou d'un DG qui est fort ou d'une PDG qui est forte, c'est l'affaire de tout le monde, de tous les responsables d'équipe pour insuffler un esprit d'appartenance. Donc, ça descend en cascade. Ça suppose quatre choses au moins importantes, mais peut-être qu'il y en a plus. Moi, j'y vois un leadership fort qui est exprimé au quotidien. Je vois une confiance qui est installée. On n'a pas peur de dire les choses. On dit ce qui nous dérange, ce qui ne nous dérange pas. Ça passe par une intégrité, ça passe par une exemplarité. Et pour cela, Yasmine, c'est important que l'organisation fasse son diagnostic. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un esprit d'appartenance si on ne connaît pas ses points forts, ses points faibles, si on n'a pas fait un baromètre social, si on sait pas, si on communique pas aussi régulièrement avec nos salariés, nos collègues, nos équipes. Il n'y a pas d'esprit d'appartenance sans cela. Alors, pour les personnes qui nous regardent maintenant et qui veulent faire un diagnostic pour savoir est-ce que Oui. dans leur entreprise, on a un patron par exemple qui nous suit et qui se dit bah, tiens, moi j'ai envie de savoir comment ça se passe chez moi. Est-ce que cet esprit d'appartenance est solide ou pas? Par quoi passe le diagnostic? Ou quels sont les symptômes, on va dire, de quand ça marche et de quand ça marche pas? Très bien. Déjà, vous savez que ça marche pas
quand vous avez beaucoup de gens qui vous quittent pour aller chez vos concurrents. Vous savez que ça marche pas quand il y a un très fort turnover. Vous savez que ça marche pas quand il y a des gens que vous avez construits pendant des années, que vous avez recrutés juniors, qui sont devenus des talents, des pépites, et qui vous quittent après 5 ans, 10 ans. Normalement, plus on travaille l'esprit d'appartenance, plus les bonnes personnes restent à leur place, moins il y a d'absentéisme, plus il y a de présentiel, mais aussi plus il y a de performance. C'est-à-dire que les gens prennent plaisir à travailler ensemble, ne boudent pas les réunions, ne quittent pas l'entreprise, ne tombent pas régulièrement malades, ne vont pas chez les concurrents. Là, vous savez qu'il y a un esprit d'appartenance. Vous savez que les gens restent fidèles au poste et vous donnent plus que vous leur demandez, pas simplement pour le salaire, mais parce qu'ils sentent que c'est leur entreprise, c'est presque leur famille secondaire. Mm. Alors, effectivement, on peut faire des diagnostics d'esprit d'appartenance, on peut lancer des questionnaires anonymes de climat social. Pourquoi je dis anonyme? Parce que ça va encourager tout le monde à s'exprimer librement, à dire tout ce qui ne va pas, à toutes les échelles, à tous les niveaux d'entreprise. Tout le monde, les cadres et les non-cadres, les juniors comme les seniors, les femmes de ménage comme les managers d'équipe. Il faut que tout le monde s'exprime sur un climat, sur ce qu'ils aiment dans cette entreprise et ce qu'ils détestent dans cette entreprise, parce que le courage managérial, c'est ça aussi. C'est savoir sur quoi on repose, c'est quel est nos socles forts, quel est notre noyau, mais qu'est-ce qu'on doit adresser rapidement et efficacement. On ne doit pas faire l'autruche, on ne doit pas faire le déni. C'est pas parce que tout a très bien marché dans le passé, et là, on est en travaillant en distanciel ou en mixte, qu'on doit ignorer les challenges du post-Covid, qu'on doit ignorer les challenges récents. Pour beaucoup au sein de nombreuses entreprises, on pense que l'esprit d'équipe passe par les team building. Est-ce que c'est suffisant, Mariam? Ou c'est la cerise sur le gâteau pour vous? Alors, je reprends un professeur en mathématiques et tout ce qu'ils disent en mathématiques, conditions nécessaires mais pas suffisantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est super de les faire. C'est un moment qui peut être à la fois ludique et de construction. En général, on privilégie les team building avec un mélange de travail d'équipe en dehors du cadre quotidien, près d'une plage, dans une forêt, dans une nature, peu importe, mais sortir du cadre pour créer, pour think out of the box. Et aussi un moment ludique pour se dire qu'on n'est pas uniquement là pour travailler, qu'on est là aussi pour passer un bon moment ensemble, pour s'exprimer, parce qu'on peut être des amis en plus d'être des collègues, parce on est des êtres humains après tout. On n'est pas que des machines, on n'est pas que des PC. Mais c'est pas une condition suffisante. Pourquoi? Parce que si le travail est toxique au quotidien, s'il est détérioré au quotidien, si on se fait pas confiance entre collègues, si on peut pas nommer les choses, dire ce qui nous dérange pas, dire comment on peut améliorer les processus, un team building, ça restera une goutte d'eau dans le sable. C'est-à-dire qu'il n'est pas accompagné par des actions concrètes de développement continu, de formation des salariés, de communication interne. Vous savez, moi je dis qu'il faut faire des team building, mais il faut faire aussi des petits déjeuners d'équipe. Il faut faire des moments de rencontre d'équipe. Il faut faire soit des rencontres one-to-one, soit des rencontres vraiment de pôle, de département d'équipe LH, parce que effectivement, on ne doit pas attendre une année pour dire que quelque chose nous dérange. Vous imaginez, vous gardez ça dans votre cœur, dans votre esprit. En attendant, la vie d'entreprise continue. On continue de délivrer. Vous imaginez si on ne règle pas un conflit d'équipe, on attendra le team building pour le faire, alors qu'il doit y avoir des moments réguliers par mois, hebdomadaires. Ça peut être des moments rituels, comme ça peut être la politique de la porte ouverte. Vous savez, je suis là pour vous écouter. De 17h à 19h, mon bureau est ouvert à vous, à vos suggestions, à vos propositions d'amélioration, à vos critiques. Ça va encourager l'amélioration continue. Et qu'est-ce qui peut venir entraver, égratigner un état d'esprit d'équipe positif existant? Alors, énormément de choses peuvent venir gratiner ça. Si les salariés ne sentent pas qu'ils sont bien rémunérés, qu'ils sont considérés, s'il n'y a pas de la pratique de la reconnaissance, publique ou privée, vous savez, la reconnaissance passe par le salaire, les primes, mais elle passe aussi par la valorisation, par des titres de poste, par des descriptifs de mission, par une reconnaissance en termes de je te rajoute des missions intéressantes, je t'implique dans des réunions intéressantes, je t'encourage à présenter devant des comités de direction ou des clients, je te félicite devant l'équipe et devant tout le monde du travail qui a été extrêmement bien fait. Donc, s'il n'y a pas cette reconnaissance, s'il n'y a pas un juste salaire, une transparence sur la grille salariale et qu'on sait que finalement chacun est rémunéré, qu'il y a une transparence, qu'il y a
équité, qu'il y a une volonté de justice aussi interne. S'il n'y a peut-être pas des représentants du personnel, tout simplement qui négocient, qui demandent, qui nous représentent effectivement devant les dirigeants. Énormément de choses. S'il y a une mauvaise ambiance au travail, s'il y a tout simplement des managers qui n'ont pas suffisamment travaillé sur eux-mêmes et qui reportent tout leur stress sur leurs équipes, qui ne savent pas gérer leur stress, qui ne savent pas gérer leur verbal et leur non-verbal. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps peut-être à harceler sans le sentir, à discriminer, à dévaloriser des personnes. Donc tout ça peut casser un sentiment d'appartenance. Si on ne développe pas les équipes, c'est-à-dire qu'ils ont demandé pendant 2 ans des formations, on leur a dit non, 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 vous n'êtes pas concernés par les formations, mais ils voient leurs collègues se faire former. Et ça casse l'esprit d'appartenance, ça casse une confiance qu'on a dans l'organisation. Donc, ça peut être des détails du quotidien, comme ça peut être des actions. Vous savez, on appartient à une structure qui aussi prend soin de nous, qui aussi nous développe, qui aussi nous montre qu'elle tient à nous. C'est comme une appartenance à une famille, à une communauté, à une religion, à un pays. Vous savez, ça va dans les deux sens. Je contribue à quelque chose, je donne de la valeur ajoutée, mais je ne peux donner de la valeur ajoutée que si aussi on me renvoie une image positive, on me renvoie que je suis quelqu'un d'important ou d'importante pour cette organisation. On me renvoie que j'ai du potentiel, on me renvoie qu'il y a des promesses de développement, de carrière, de mobilité. Tout ça est important pour développer l'esprit d'appartenance. Alors, cet esprit d'appartenance, est-ce qu'il est homogène ou bien, comme vous venez d'expliquer, ça dépend des feedbacks que les différents membres de l'équipe reçoivent? Alors, très concrètement, je parle d'une industrie que j'ai vue la semaine dernière pour un plan de formation annuel, parce que c'est la période, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être construites. Il y a des équipes, il y a 3 grands pôles dans cette entreprise. Il y a des équipes qui ont un très fort sentiment d'appartenance et c'est pas lié à l'entreprise, c'est lié au chef de pôle, au directeur de pôle. Donc, l'esprit d'appartenance, des fois, dans la même entreprise, avec les mêmes actions, peut différer tout simplement parce qu'il y a des managers qui cultivent la proximité et la confiance avec leurs équipes et des managers qui ne sont pas proches de leurs équipes. C'est des questions de priorité. Ils te disent, j'ai pas le temps. Oui, mais si tu n'as pas le temps, si tu es uniquement dans les projets et uniquement avec tes pairs et uniquement avec le CODIR ou là, le COMEX et que tu oublies tes équipes, tu n'es pas en train de cultiver l'esprit d'appartenance. Ils sont en train de s'échapper entre tes mains. Ils ne se sentent pas avec toi, ils ne se sentent pas impliqués avec toi, alors que leurs collègues dans des pôles similaires se sentent un esprit d'appartenance et des fois c'est lié à un chef, à un manager, à un directeur de pôle. La remise en question est importante. Maintenant, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de travail à distance. Est-ce que c'est venu perturber cet esprit d'appartenance? Oui, complètement. On a des échos depuis 1 an et demi de gens qui sont en télétravail à 100%. Et ceux qui sont en télétravail à 100%, ça a touché leur esprit d'appartenance. Là aussi, à une condition. S'ils ont vu personne pendant 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on a, vous savez, on peut être en télétravail, mais continuer à se voir avec l'équipe, avec son boss, je sais pas moi, à faire un sport ensemble, à prendre un café ensemble, à faire une réunion informelle 1 fois par mois ou 1 fois par 15 jours, tout en étant en télétravail à 100%, le boss, le manager, l'équipe a quand même réussi à garder des liens. Là, l'esprit d'appartenance est resté. En plus, la vérité, l'esprit d'appartenance reste quand on va sur un lieu de travail, parce qu'un lieu est chargé de symbolique, il est chargé de valeurs, il y a un affichage, il y a des bureaux, on est encouragé à parler ensemble. Donc, c'est vrai que la pandémie du Covid-19 a challengé l'esprit d'appartenance chez un bon nombre d'entreprises qui étaient obligées de rester en télétravail et que les managers n'ont malheureusement rien fait ou les équipes n'ont rien fait pour cultiver quelque chose en dehors des horaires du travail. Donc, ça aussi, c'est en train d'être reconstruit, repensé, parce qu'on ne pouvait pas aussi tout anticiper et qu'il y a des choses, des expériences par lesquelles on doit passer pour prendre conscience et se rendre compte de nos erreurs et qu'on peut corriger. Alhamdoulilah, rien n'est irréversible. Donc, heureusement qu'il y a eu ces prises de conscience. Et là, certaines organisations ont basculé en mixte parce qu'ils ont réalisé qu'il fallait que des salariés aillent sur les lieux de travail pour continuer à se sentir appartenir à une organisation, pour se sentir responsable, pour se sentir aussi vivant avec une communauté. Ceux qui ne peuvent pas, moi, je les encourage à se retrouver quand même dans des lieux informels pour même des réunions d'équipe, à les faire dans des lieux informels en respectant les règles de distanciation sociale et tout ce qu'il faut.
Alors, certaines entreprises pensent à rester en distanciel, même post-pandémie. Pourquoi? Parce que se sont rendus compte que les gens pouvaient continuer à travailler, à délivrer, et puis on faisait pas mal d'économies sur un loyer, etc. Est-ce que vous pensez que c'est salutaire pour l'esprit d'équipe, ou au contraire, penser au coût, c'est bien, mais penser à l'esprit d'appartenance, ça aussi c'est important? Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Yasmine, et c'est un très bon point que tu as souligné. Effectivement, certaines entreprises ont réalisé les gains énormes, des fois, qu'ils pouvaient avoir en n'ayant que des télétravailleurs. Mais attention au retour de balance. C'est-à-dire que finalement, si les entreprises et si les équipes pendant des années se retrouvaient sur le lieu de travail, c'était pas seulement pour être sûr du présentéisme, c'était pas seulement pour être sûr, grâce à la pointeuse, que les gens étaient là et qui travaillaient, c'est pour créer des liens. Et l'être humain reste un être humain. Et certains êtres humains plus que d'autres, parce qu'on n'est pas égaux. Il y a les extravertis et les introvertis. Il y a ceux qui arrivent à travailler tout seuls et ceux qui ont besoin d'équipe pour travailler. Il y a ceux qui ont besoin de se retrouver dans un lieu précis pour bien travailler et ceux qui peuvent travailler de n'importe où, d'une plage, d'une piscine, de chez eux, d'une chambre, etc. On n'est pas égaux dans nos personnalités, dans nos besoins, dans nos envies pour délivrer. Donc l'entreprise doit quand même personnaliser, si elle veut garder une optimisation des coûts, ok, mais attention à bien analyser ses équipes, à savoir qui a vu une détérioration aussi de ses livrables, de sa valeur ajoutée pendant le télétravail pur, qui doit absolument venir au bureau pour performer plus, qui a besoin de travailler en équipe, parce qu'on ne peut pas standardiser des choses, on doit réfléchir aux coûts, mais attention aussi des salariés qui ne sont pas performants, qui n'ont pas un bon sentiment d'appartenance, c'est un coût pour l'entreprise et c'est même un manque à gagner. Donc, il faut faire très attention aussi par rapport à ça, la balance et l'équilibre. Alors, les personnes qui veulent, les patrons qui veulent, et patronnes qui veulent s'attaquer à ça, commenceraient par quoi pour cultiver cet esprit d'appartenance? Ben, là, on a été très fiers, par exemple, on a démarré des team building. Il y avait des gens qui étaient heureux, mais heureux littéralement, alors que c'était des personnes aussi qui partaient 1 jour ou 2 jours par semaine au bureau. Ils étaient heureux littéralement de pouvoir se retrouver avec des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis 1 an et demi. Ils ont carrément oublié à quoi ils ressemblaient. Et vous savez, la chaleur du lien, la chaleur de la convivialité, il y a des choses qui passent à travers des écrans télé, bien sûr, quand on allume nos caméras. En plus, vous savez, il y a des gens pendant les réunions qui éteignaient leur caméra. Il n'y a rien de pire. On écoute le son, on voit même pas les expressions du visage et tout le non-verbal. Vous imaginez? Donc, ils ont passé 1 an à écouter juste des sons et même pas à se connecter avec l'image. Donc oui, on peut commencer par des team building, on peut commencer progressivement, café d'équipe, déjeuner d'équipe, team building. D'abord, on commence par nourrir... on dit un mot que j'aime beaucoup aussi في اللغة العربية, الأقربون أولى. Un noyau dur d'abord. Et progressivement, on élargit le noyau tout en respectant les mesures, les allègements gouvernementaux, etc. Mais on élargit le noyau progressivement parce que des gens qui sont à la périphérie aussi, avec qui on travaille occasionnellement, temporairement sur des projets transverses, doivent aussi bénéficier de cet élargissement, de ce renforcement des liens. Donc, son noyau d'abord, via des rencontres régulières, on installe progressivement des nouveaux rituels, des déjeuners, des formations, des workshops, des petits ateliers d'équipe, des sorties à l'extérieur, des excursions. Je constate aussi que beaucoup d'entreprises clientes sont en train de faire des œuvres sociales, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent, par exemple pour les entreprises à Casablanca, qui se rencontrent à Ben Slimane par exemple, et qu'ils sortent en équipe travailler sur un projet social. Et ça aussi, ça renforce durablement les liens d'équipe. Donc, on ne sortira pas que pour prendre un café, on ne sortira pas que pour discuter des sujets de travail, non. On doit cultiver différentes dimensions. L'être humain est un tout. Et pour que l'être humain retrouve sa motivation, parce que derrière tout ça, Yasmine, un mot que j'ai pas dit plus tard, derrière cette proximité, cette transparence, cette communication, ces actions, il y a le fait de renouer avec la motivation et le plaisir d'être ensemble. Et sans la motivation, l'être humain ne peut pas donner le meilleur de ce qu'il a. Tout simplement, il va donner 50 alors qu'il peut donner 100. Et Merci. ça passe par le sentiment d'appartenance. Merci infiniment pour ce décryptage. Marie Benhlou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au nom de toute l'équipe, à très vite. Merci, à très vite sur Média TV. On se retrouvera prochainement pour un nouvel épisode. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Au revoir.